Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vraiment très très heureux d'être parmi vous. On a une lourde responsabilité parce qu'on passe derrière une autre table ronde qui portait un peu sur la décroissance. Nous, on va vous parler d'hypercroissance. Et donc l'idée de cette table ronde, c'est de comparer finalement les méthodes marketing traditionnelles. Alors il n'y a rien de péjoratif, bien évidemment, quand on est une start-up, on va démarrer sur une page blanche, c'est beaucoup plus facile de s'adapter aux contraintes aujourd'hui du digital. Quand on est organisé sur des pratiques quasi ancestrales, bien évidemment, on va parler de transformation digitale. Et je vais tenter, donc avec mes trois super invités, alors on devait être quatre, hein. Elric Legloire s'excuse, il a le Covid, donc bien évidemment il ne peut pas être parmi vous. Donc dans tous les cas, on va s'efforcer à nous quatre de pointer les différences et de voir comment on peut éventuellement passer du marketing traditionnel vers un marketing qui est beaucoup plus efficace parce qu'il apporte plus de valeur à nos clients, à nos cibles. Allez, je vais vous demander de vous présenter rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. On va peut-être commencer par toi, Juliette. Avec plaisir. Bonjour à tous, enchantée, Juliette Hervé. Je travaille chez Spendesk, qui est devenue tout récemment une licorne. Je suis marketing manager sur la France. Félicitations. Merci. Et donc, Spendesk, on est une fintech, un logiciel SaaS B2B. Et aujourd'hui, pour vous donner un peu de contexte, on vous réexpliquera un petit peu après notre organisation, nos tailles d'équipe, marketing, etc. Mais pour vous donner du contexte, donc on était 40 quand je suis arrivée il y a 4 ans. Aujourd'hui, on est bientôt 600. Donc on est vraiment sur de l'hypercroissance avec une grosse équipe marketing. Merci. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous. Merci Stéphane pour l'invitation. Moi, je suis entrepreneur dans la tech. J'ai fait du growth marketing pendant 9 ans. J'ai appris et pratiqué le growth à New York, aux États-Unis, donc un peu à la maison mère. Et quand je suis revenue en France, je me suis rendu compte qu'il était assez peu documenté et peu outillé. Et du coup, je développe une suite d'outils dans la tech et je fais aussi pas mal de contenu, que ce soit sur LinkedIn ou sur mon podcast Marketing Square. Génial, on va reparler beaucoup de contenu et de personal branding, donc tu vas nous expliquer tout ça. Je le jure. À toi, Pierre. Et moi, Pierre, du coup, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis dans le marketing du B2B SaaS. Donc, j'ai travaillé à San Francisco, j'ai été consultant indépendant, j'ai aidé un peu plus de 150 boîtes sur les problématiques de croissance et de marketing. Plus récemment, j'ai été chez Open Classrooms, donc une société dans l'EdTech, que j'ai quitté mercredi dernier. Donc, pour le coup, on ne va pas trop en parler, mais on a vraiment créé l'intégralité de l'équipe marketing pour supporter une équipe de 20 commerciaux. Et là, plus récemment, du coup, j'ai rejoint une société dans la fintech. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore très bien compris ce qu'ils font. Donc ça fait qu'une semaine que j'y suis. Donc on va y aller doucement, mais on pourra parler un peu plus de comment construire une équipe marketing solide ensemble. Voilà, c'est canon. Justement, tu vas nous expliquer quels sont tes futurs objectifs et enjeux. Alors, je vais me servir comme ça de petits tableaux qui, j'espère que vous voyez, voilà, les slides apparaissent très bien. Donc, des petits tableaux qui sont censés matérialiser finalement nos pratiques un peu traditionnelles et celles des startups. Alors, on va déjà commencer par la méthodologie, puisque c'est quand même les fondations. Alors, très souvent, au marketing, on utilisait le marketing mix qu'on a tous connu, les fameux 4P, qui ont bien évidemment explosé en vol avec l'apparition du digital. Et on utilise beaucoup encore, et d'ailleurs je crois que Juliette s'appuie toujours sur cette méthodologie, donc la fameuse méthodologie AIDA, alors qui marche très 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 bien par exemple pour de la campagne publicitaire, puisque on va chercher finalement à attirer l'attention de nos audiences, tenter d'instiller comme ça un intérêt, puis un désir, et puis ensuite de faire passer nos audiences à l'action, et donc généralement à l'acte d'achat. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui sont de ma génération, vous vous rappelez tous de la publicité « Demain, j'enlève le bas ». Bon, voilà, on s'appuyait parfaitement sur cette logique AIDA. Alors, on s'aperçoit qu'elle est là aussi quand même un petit peu limitée avec les nouveaux enjeux du digital. Et aujourd'hui, donc, il y a de nouvelles méthodologies qui sont nées. D'ailleurs, elles sont nées depuis déjà pas mal d'années. Alors, on va parler d'inbound marketing, on va parler d'outbound marketing, on va parler de growth marketing avec ce fameux notamment funnel que vous voyez à l'écran, donc qui s'appelle, je ne sais même pas comment on le prononce d'ailleurs, le AR.
et donc qui permet déjà de mieux répondre à la complexité des parcours de décision. Alors première question, tiens, pour toi, Juliette, donc tu utilises toujours le modèle donc AIDA, mais visiblement tu l'as pimpé avec de l'inbound marketing. Pourquoi ? En fait, on a vraiment une approche très outbound historiquement chez Spendesk. Donc, on avait une armée de sales qui fait du call toute la journée. Et donc, on a, il y a 3 ans et demi, développé cette équipe marketing inbound, cette approche inbound marketing de création de contenu, de promotion, donc de pousser le bon message au bon moment à la bonne personne. Et donc, aujourd'hui, on a une approche même all-bound, donc c'est vraiment le marketing dans son ensemble aide à attirer des clients, donc sur la partie awareness. On pourra relier ça aussi à comment notre équipe marketing est organisée, mais on a vraiment des personnes à chaque étape de ce funnel. Et donc tout ce qu'on fait, que ce soit en inbound, en outbound, est relié à ce modèle AIDA où finalement mais voilà, tout est réfléchi. Donc, on parle, en tout cas en interne, de tofu, mofu, bofu, qui signifie top of funnel, donc awareness, middle of funnel, bottom of funnel. Et aujourd'hui, le marketing a vraiment une place chez Spendesk jusqu'au bottom of funnel où on va envoyer donc les prospects, les leads à l'équipe commerciale. Et je vais aussi continuer à suivre côté sales, voir si les conversions vont être bonnes suite à l'envoi des marketing qualified leads à l'équipe sales. Et on a aussi l'équipe product marketing manager qui eux sont plus côté du coup fidélisation, vont voir aussi côté referral, par exemple, comment ils vont pouvoir apporter de la valeur à nos clients et les fidéliser et leur permettre de aussi parler au maximum de Spendesk qui est recommandé des prospects qui vont reprendre la boucle au début. Alors, si je comprends bien, Spendesk est finalement parti sur un modèle un peu traditionnel, donc très intrusif, très finalement commercial à l'ancienne. C'est pas très, on peut dire ça. Comment vous avez opéré ce switch ? Par quoi tu as commencé ? En fait, moi, je suis arrivée déjà en tant que content marketing manager. Donc, vraiment, j'étais là à la base pour créer du contenu, des livres blancs, des webinars, des articles. Et ensuite, on s'est dit, OK, cool, on a des contenus. Comment on fait maintenant pour les mettre devant les bonnes personnes ? Donc, c'est là où finalement mon rôle a switché sur du inbound marketing manager, où il fallait que je crée le contenu et à la fois que je le promeux. Et donc, ensuite, il y a eu un travail qui a été de longue haleine et que vous connaissez peut-être, qui est compliqué, de l'alignement sales et marketing, dont on parlera après. Reparler, ouais. Mais donc voilà, il y a eu tout un travail aussi là-dessus de comment on fait ce switch entre une approche très traditionnelle, très cold call, à une approche qualitative, même si nos commerciaux font un travail de qualité également, mais voilà, pour apporter vraiment de la valeur aux prospects. Bon, pour la petite histoire, Juliette est venue s'inspirer à la première édition d'Inbound Marketing France sur l'inbound marketing, et ça a été peut-être un peu le démarrage de ton projet Inbound Marketing au sein de Spendesk. Comme quoi, on peut avoir vraiment des super infos ici. Bon, avant de passer la parole à Caroline, n'hésitez pas à poser des questions, notamment s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à jargonner, donc n'hésitez pas à lever la main et on tentera de faire la traduction. Caroline, growth hacking, c'est quoi justement la définition ? Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot et pourquoi c'est important aujourd'hui de s'intéresser à cette méthodologie ? Génial ta première question, Stéphane, parce que en fait, souvent, une question que j'ai, c'est quoi la différence entre growth marketing et growth hacking ? Et il y a aussi pas mal, quand on fait du growth marketing, il y a aussi pas mal de gens qui viennent nous dire en disant « Ah non, mais les hackers comme vous, on les déteste, ils ont dévalué le marketing. » Et en fait, il y a une vraie différence entre les deux. Déjà, donc ça, ce que tu nous montres ici, le modèle art, déjà, il s'appelle aussi le pirate funnel. Mais vous voyez, en fait, il n'y a rien de pirate là-dedans. L'idée, c'est juste d'aller chercher un maximum de croissance avec le minimum de ressources. Donc en fait, à partir de là, on se rend compte que c'est pas du vol et c'est pas quelque chose de pas éthique. Au contraire, c'est hyper sustainable. Donc on adore. Le growth marketing et le growth hacking, c'est un chouïa différent. Peut-être que mes comparses auront une autre définition. Moi, l'impression que j'ai après 9 ans de pratique, c'est que le growth hacking, il est très centré sur l'acquisition.
Et en fait, l'idée du gros hacking, et c'est pour ça que c'est souvent assimilé à des petits hacks, l'idée c'est d'arriver très très rapidement pour aller chercher un maximum de clients. Je vous donne un exemple type d'une problématique gros hacking. Aujourd'hui, Stéphane organise l'Inbound Marketing France. Il pourrait mettre un gros hacker sur le dos en disant « je m'en fiche de comment tu vas les trouver ». Et je pourrais vous détailler, il y a différents types de méthodologies aussi dans le gros hacking. Vends-moi un maximum de tickets pour cet événement. Alors qu'une approche grosse marketing, elle est plutôt centrée sur tout le cycle de vie du client. Donc tout l'aspect transformatif que vous voyez juste derrière moi dans le schéma vert, c'est-à-dire en fait comment est-ce qu'on fait pour optimiser toute la chaîne de valeur du client. C'est-à-dire il faut qu'il arrive, il faut qu'on le transforme, il faut qu'il revienne, il faut qu'il en parle, autour de lui. Et du coup là, pour vous donner un autre exemple concret, Stéphane pourrait me dire, en fait moi Inbound Marketing France, je voudrais le transformer peut-être en marketplace, en place de marché, où toute l'année les gens viendraient chercher des formations, s'inscrire à des événements, peut-être monter des communautés. Et là, il me dirait, Caroline, j'ai besoin d'un plan. Donc, vous voyez, c'est ici sur le long terme, comment est-ce qu'on va créer une communauté versus le gros hacking qui arrive très vite, très fort, mais qui a un impact très court terme. Voilà, c'est la définition la plus concrète que je peux vous donner, je pense. Je tiens à préciser que je ne suis pas l'organisateur d'Inbound Marketing France. Il est, je crois, de cette table ronde, en tout cas. C'est Michel Brébion qui nous écoute, j'espère, religieusement. Et voilà, que tu repartiras avec quelques idées pour... C'est pas ce qu'il m'a dit. Bon, donc dans tous les cas, c'est une vraie méthodologie. On voit qu'on va pouvoir structurer toute sa démarche marketing, même commerciale, autour de ce fameux funnel. Ok. Allez, à toi Pierre, je crois que tu utilises une autre méthodologie. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr, mais je pense que déjà, l'un des éléments qu'on rencontre chez mes deux comparses, si on peut appeler ça, c'est qu'en fait, le marketing, au fur et à mesure, s'élargit. En fait. À une époque, le marketing, c'était de faire que de l'acquisition client. En fait, avec l'avènement du SaaS, on se rend compte que le marketing, maintenant, c'est pas que d'acquérir un client et puis de le laisser et de l'envoyer à son CSM et de dire « Attends, tiens, je t'ai envoyé un super client ». Et en fait, le client, il sait même pas pourquoi il a acheté la solution. Donc en fait, le marketing maintenant, par exemple, moi je suis en train de regarder mes objectifs dans cette nouvelle boîte-là, en fait on se rend compte que la majeure partie du revenu va être fait par en fait une base de clients existants. Donc à partir de ce moment-là, le rôle du marketing doit supporter l'intégralité du business et donc évidemment cette base de clients existants. Donc moi les méthodologies que j'utilise, et je vais faire quelqu'un de très heureux dans la salle, je le sais. C'est une méthodologie qui a été développée par Winning by Design et qui en fait établit tout un funnel. Bon, eux, ils appellent ça le bow tie, donc c'est un peu un nœud papillon. Et en fait, le but de ce funnel-là, et c'est même pas vraiment un funnel, c'est de regarder l'intégralité des étapes de vie du client, de je ne connais pas du tout l'entreprise, à je suis un client heureux. Et évidemment, la relation ne s'arrête pas là, la relation ne fait que commencer à ce moment-là. Et le but pour moi du marketing, c'est de suivre le client à toutes ces étapes de vente. Et pour revenir un peu à ce qu'on disait avant sur le growth hacking et le growth marketing, bon, moi j'ai toujours un peu détesté ces termes, désolé, mais la question c'était qu'en fait on a... Le growth hacking, c'est vrai, moi je pense qu'on est d'accord sur le fait que ce soit vraiment du hack, de l'acquisition, ça va très vite, très fort, et au final, pas toujours très très loin, mais au final, je pense qu'en fait, il faut qu'on se repose la question du marketing, de comment est-ce qu'on cible, comment est-ce qu'on supporte en fait un objectif business, et pour moi, en fait, la vraie solution à tout ça, c'est d'avoir une vue qui soit holistique, et du coup, qui prend en compte l'intégralité du cycle de vie de vente et du client. C'est peut-être d'ailleurs les défauts que je ferais à ce type de représentation funnel, c'est qu'il y a une forme d'absence de ce qu'on appelle le flywheel. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots de ce fameux flywheel, en donner une définition et dire pourquoi c'est important ? Pour moi, en fait, le flywheel, donc tout simplement une envie de revenir. Il y a un framework qui a été développé par McKinsey, maintenant je crois que c'était il y a 5 ou 10 ans, de Customer Life Cycle, je ne sais pas trop quoi, et où en fait le but c'est, il y a une décision d'achat qui se fait tous les ans maintenant dans le SaaS. Je veux dire, enfin, j'achète le logiciel en janvier 2017, en janvier 2018, la décision va se reposer en fait. Il n'y a pas de j'achète le logiciel, bon parfois vous allez nous vendre des deals à 3 ans, ouais c'est super, donc la décision ce sera dans 3 ans, mais la décision va se reposer. Et en fait le but
du marketing et d'un logiciel SaaS à succès, c'est que le client en fait va avoir un impact avec le logiciel d'une manière qui soit la plus récurrente possible et que tous les jours il se connecte ou tous les mois, on s'en fout, mais qu'en fait il bénéficie de la valeur de la relation commerciale au jour le jour. Et donc c'est là où en fait il y a une vraie relation qui doit se créer et où on sort d'un funnel où on se dit un peu il y a un début et une fin. C'est non en fait. C'est chiant, hein, mais il n'y a pas de fin, quoi. Ouais, c'est tout le temps. Ouais. Donc c'est vraiment tenter de créer finalement une boucle de croissance et de tout le temps chercher à optimiser. Donc finalement se dire qu'est-ce que dans cette boucle-là, qu'est-ce que j'ai comme irritant, à quel endroit de cette mécanique il y a des grippants et comment finalement je peux sortir ma petite burette d'huile et dégripper ces grippants. C'est bien ça. Si je peux rebondir, Stéphane, sur la partie holistique, qui peut sembler un peu nébuleuse de l'extérieur, une image que je donne souvent qui est hyper simple pour différencier le gross marketing de l'approche marketing traditionnelle, mais qui marche encore très très bien dans plein de boîtes. C'est un peu le médecin généraliste versus le médecin spécialiste. En fait, l'approche marketing traditionnelle, c'est une approche plutôt spécialiste. C'est-à-dire que vous avez des gens qui font des relations publiques, des relations presse, vous avez des gens qui font du community management, vous avez des gens qui font du marketing produit. Et en fait, le gross marketing, c'est le médecin généraliste. C'est-à-dire que lui, il va observer tout le patient et il va dire « Ah tiens, le patient, il a mal au pied, mais peut-être que ça ne vient pas du pied ». Là où un podologue aurait tout de suite dit moi je traite ma discipline. Lui il va dire en fait peut-être que ça vient de la moelle épinière. Bon, j'ai fait un bac littéraire donc je vais vous donner que des mauvais diagnostics, mais vous avez compris la différence entre les deux. Et ce qu'on appelle l'approche holistique, c'est vraiment on regarde toute la colonne vertébrale. Ok, à quel endroit est-ce qu'on peut optimiser, et après on fait appel à la bonne personne au bon moment. Je pense que ça c'est aussi une image un peu plus claire peut-être de ce qu'on détaille. L'idée c'est encore une fois c'est d'apporter de la valeur. Hein. Et ce qui regroupe aussi, il y a une conférence à laquelle j'ai participé il y a quelques temps aussi, on parlait justement de qu'est-ce que c'est le gros, et ce qui regroupe un petit peu tout, c'est aussi cet état d'esprit très test et beaucoup de data. On le dit pour trouver en fait où est-ce qu'il y a une faille dans la matrice, il va falloir se baser sur des KPI, il va falloir vraiment creuser. Je ne sais pas pour vous quelle part de votre journée ou de votre semaine est allouée à de l'analyse de data, mais c'est vraiment pour moi un gros tiers de ma semaine, c'est vraiment regarder où est-ce que les conversions avec l'équipe sales, ok je vous ai envoyé tant de MQL, on a tant d'OPO, on vise tant de taux de conversion, qu'est-ce qui fait que ça bloque, et vraiment toute action qu'on va mettre en place, il faut analyser vraiment à chaque fois quel va être l'effet. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on met plus de budget? Est-ce qu'on arrête tout de suite? C'est vraiment pour ça qu'il faut être très, très, très data. Oui, c'est un super point. Un taux de conversion, ça peut paraître une métrique très, très froide. En fait, c'est une métrique de l'expérience client. Vous faites un email, vous avez 3% de clics, ou vous faites un autre email, vous avez 60% de clics. Vous voyez bien que c'est l'email qui a fait 60% de clics qui a plu et qui a engagé, qui a créé quelque chose auprès de votre audience. Donc le taux de conversion est une super métrique de finalement, est-ce que j'apporte de la valeur à mes audiences ou au contraire, est-ce que j'en détruis? Parce que 3% de taux de conversion, ça veut dire que vous emmerdez 97% de votre base et donc c'est pas très bon, quoi. Et un point aussi que je trouve intéressant, on reparlait de marketing un peu holistique, mais donc là on parle d'email par exemple. Ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder ce qui se passe ensuite. On a acquéri un client d'un certain profil, appelons-le l'ICP. Est-ce que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, cet ICP est toujours content avec nous? Est-ce qu'il reste? Ou est-ce qu'il est déjà parti en disant qu'il nous déteste et qu'il ne veut plus jamais nous entendre parler de nous? Et au final, au fur et à mesure qu'on travaille dans des nouveaux modes et dans un mode de croissance avec un modèle de récurrence, en fait, il faut réfléchir de plus en plus à comment est-ce qu'on fait pour acquérir des clients qui vont rester avec nous sur le long terme, le plus possible, plutôt que des clients qui vont arriver dans l'équipe de sales et où les sales ne veulent pas leur parler, puis à l'équipe de CSM et où en fait le client il est responsif. Et en fait, c'est juste... à une autre époque, on disait oui, tout l'argent est bon à prendre, mais après, maintenant, aujourd'hui, on sera en droit de se dire qu'un client qui est mécontent, il nous prend du temps, il parle mal de nous aux réseaux sociaux. Ah oui, je les connais, cette boîte-là, je m'en fous, je l'ai acheté, j'ai payé 10K et ça ne me sert à rien. Bon, ça, c'est pas une bonne expérience et c'est une expérience qui va être néfaste en fait pour l'entreprise. C'est parfois en faire moins mais mieux.
Comme ça, on se raccorde aussi à la table ronde précédente, voilà, qui portait sur la sobriété. Ouf, on s'en sort comme ça. Alors, qui dit nouvelle méthodologie, dit forcément nouvelles compétences. Alors là aussi, hein, c'est un peu schématique. Est-ce que vous pouvez repasser la slide sur les profils? Alors, les profils traditionnels, on avait le fameux directeur marketing, les chefs de projet, les responsables marketing, les community managers. On pourrait rajouter des product managers. Côté commercial, on avait le directeur commercial, les commerciaux, les ingénieurs avant-vente. Hein. Bon, encore une fois, je grossis un petit peu le trait. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une émergence, une multitude de nouveaux profils, de nouvelles compétences. On va même parler de, je sais pas quoi, TikTok officer, bien évidemment d'inbound marketeur, de traffic marketeur, de gros hackers. Et côté plus commercial, on va parler de SDR, de BDR, de CAM, de AE, d'Inside Sell, de CSM, de Sales Ops. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques définitions, notamment côté commerce, qui sont peut-être un petit peu plus complexes à comprendre? C'est quoi un CAM, par exemple? Un CAM, c'est un Key Account Manager. En tout cas, chez Spendesk, c'est un responsable de compte qui s'occupe des gros comptes. Nous, on a un panier moyen qui est autour de 450 € par mois, mais on a aussi des clients qui dépensent, notre plus gros client dépense 4000 € par mois. Donc il faut une approche vraiment hyper qualifiée. Donc c'est pour ça que nos CSM, il y a des Key Account Managers et après on a des CSM, Customer Success Manager, qui vont plutôt gérer, ils peuvent gérer jusqu'à une 50aine de comptes. Les CAM vont plutôt gérer une dizaine de comptes importants. Et un BDR qui prend la parole, c'est quoi un BDR? Moi, je veux bien prendre la parole sur ça. Parce que, donc, nous, quand on était chez Open Classroom, c'est posé la question d'avoir une force de prospection, on va dire, au sein de l'arme marketing. Donc, les BDR étaient vraiment situés avec nous. On allait déjeuner avec eux le midi, quoi. Et pour nous, on a choisi de les appeler des BDR pour que ce soit un peu des SDR++. Donc, SDR, Sales Development Representative, et BDR, Business Development Representative. Sous-entendu que le BDR va aller trouver des comptes qui sont un peu plus gros qu'un SDR. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, ce que on va dire, ils ont fait, parce que j'y suis plus, hein, mais SDR, c'est plutôt côté inbound chez nous, et BDR, c'était tout ce qui était outbound. Juste pour les petites stats, là, qui sait qu'il y a des SDR ou des BDR dans ces entreprises? Levez les doigts. Bon, il y en a déjà quelques-uns, c'est bien. Alors, par quoi on commence? Qui on recrute quand on est sur un modèle, donc le modèle de gauche, donc un modèle traditionnel? On va l'enrichir par quel type de profil? Alors nous, on est 11 dans ma boîte, donc là je me sens toute petite à côté de Juliette. Moi, j'ai pas encore tous ces acronymes. En plus, Stéphane, franchement, on dirait un quiz. Il y en a certains, j'étais là, ah ouais, il y a Inside Sales notamment. Je dois vous avouer, je ne comprends pas. C'est un commercial qui est à l'intérieur de son client. Je ne sais pas comment il y est arrivé. En tout cas, effectivement, vous ne laissez pas avoir par les acronymes. C'est vrai qu'on a segmenté en fait en se disant le principe, si on doit vulgariser, c'est que au sein d'une équipe commerciale, il y a souvent des soft skills, donc des qualités humaines qui sont hyper différentes. Par exemple, il y en a qui sont très très forts pour aller appâter le chaland. Et eux, c'est ce qu'on appelle les SDR. Eux, en fait, ils sont super forts pour attirer l'attention. Et typiquement, derrière, quand il faut closer, quand il faut parler d'argent, quand il faut être un peu rigoureux, ils sont plus là. Ils sont en retard au meeting, tout ça. Par contre, c'est un peu des showman. Je caricature, mais c'est pour que tout le monde ait l'image en tête. On pense tous à quelqu'un quand on voit ce type de profil. Et puis, derrière, il y a la compte exécutive. Lui, en fait, c'est un peu le gars sûr qui récupère le client et qui fait en sorte que le client, il ait une épaule sûre sur laquelle se reposer. Et en général, le client, quand il arrive dans la boîte, il dit « Ah, mais elle est où Mélanie? Elle était super, elle faisait des blagues. » Non, maintenant, c'est François-Claude qui s'occupe de toi. Et pour forcer le trait, c'est un peu comme ça qu'on fait en interne, parce qu'il faut, encore une fois, optimiser les compétences de chacun. Je vous vois rigoler un peu, je caricature volontairement, mais c'est pour vous dire, voilà, derrière tous ces acronymes, ce qui se passe, c'est juste de la segmentation de profils. Il y en a qui sont très bons, un petit peu comme dans un resto. Il y a le rabatteur, celui qui va faire des blagues en italien pour dire, mais vous n'êtes pas en train de déjeuner, pourtant il est 17h. Même à 17h, on peut se faire avoir. Ah ok, une petite pizza, pourquoi pas. Une fois que vous êtes assis,
y a le serveur, puis après il y a la personne qui dresse, il y a la personne qui débarrasse. Vous voyez, on fait pareil maintenant dans les boîtes pour faire en sorte que justement la rotation soit optimale. Sur tous ces acronymes, moi, la chose la plus intéressante que j'aurais à dire sur comment recruter, j'en suis pas à recruter autant de pluridisciplinarité dans mes profils. Par contre, il y a un truc qui a vraiment changé dans notre façon de recruter. C'est qu'auparavant, en marketing, on recrutait soit des généralistes, en général on les schématise comme un trait d'union, soit des spécialistes. Et eux, on les schématise comme un I, parce qu'ils vont en profondeur, ils vont vraiment sur une verticale. Et nous, en gros, on parle des T-shape profiles, c'est-à-dire en forme de T. C'est un profil qui est à la fois un trait d'union, un généraliste et à la fois un spécialiste, donc ce fameux I. Autrement dit, il est hyper agile. Lui, il est capable, vous vous souvenez du médecin généraliste versus le médecin spécialiste, lui, en fait, il est capable de couvrir quelqu'un en relation presse qui est malade, encore une fois, je force le trait, mais vous avez compris, il est capable de faire un peu d'ERP, un peu du social media, et en même temps, il est capable d'aller en profondeur dans une discipline. Et c'est là, pour répondre à ta question précisément, Stéphane, notre façon de recruter maintenant, il faut plus aller vers ce type de profil, parce que le Covid nous l'a prouvé, on est obligé d'évoluer très très rapidement, on est obligé de changer de métier. Et ça, c'était pas le cas il y a 20 ans. Mais maintenant, ça va tellement vite, il y a tellement d'hyper-compétition qu'en fait, vous avez plus intérêt à avoir des T-shapes qui vont être capables de travailler ensemble, mais aussi d'évoluer et que personne se marche sur les pieds. Alors, est-ce que tu veux dire que le marketeur traditionnel est devenu has-been ? Pas du tout, mais le marketeur professionnel, maintenant, celui qui est bon en tout cas, il continue, mince, j'espère que je ne vous fais pas quitter la salle, que j'ai vexé personne, il continue à évoluer, il continue à se former et c'est aussi une des leçons du Covid. Il y a eu des reconversions parce qu'il y a eu des gens qui se sont dit, en fait, ça y est, j'ai du temps pour regarder qu'est-ce qui se fait, j'ai envie d'évoluer et ça, je trouve que ça avance vraiment dans le bon sens. En plus, j'adore la notion effectivement de T-shape, hein, donc la barre horizontale, c'est une vision quelque part généraliste, c'est la compréhension aussi des différentes spécialités avec lesquelles on va être amené à travailler. Donc je comprends le rôle d'un SDR par exemple, hein, parce que si je ne le comprends pas, ça va être difficile de pouvoir collaborer et discuter avec lui. Et donc la barre verticale, c'est vraiment choisir une ou deux véritablement spécialités. Pas 3, pas 10, hein, parce que sinon on n'est plus vraiment spécialiste de rien. Donc il faut, Marocco, hein, c'est de tenter de viser une spécialité qui fonctionne dès à présent. Hein. On sait qu'il y a de l'appétence sur le marché, donc on va être recruté dès le lendemain une fois qu'on aura été formé. Et pourquoi pas compléter avec une spécialité sur laquelle on prend peut-être un petit peu plus de risques, on se dit, tiens, ça va peut-être effectivement marcher dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Par exemple, du Web3, on pourrait se dire, voilà, je deviens super spécialiste sur le Web3, et comme ça peut aussi être intéressant pour pérenniser son job. Et rapidement aussi, l'avantage du T-shape, c'est que si vous trouvez quelqu'un qui a quand même ses compétences sur plusieurs sujets, derrière, vous pouvez recruter cette personne-là qui va ensuite gérer des agences sur les autres thématiques que cette personne connaît quand même, donc va pouvoir facilement gérer les projets avec les agences, va pouvoir rapidement et facilement définir le brief et les demandes et savoir si l'agence fait un bon travail ou pas. Et donc, pour répondre à ta question de base, je commencerai par un inbound marketer qui, je pense, aura cette full casquette, connaît la brand, connaît la création de contenu, c'est l'importance de le promouvoir, que ce soit en natif ou en paid. Et ensuite, va aussi avoir ce rôle de faire le lien, de descendre dans le funnel, trouver, on le disait, où est-ce que c'est un petit peu grippé. Donc je pense que oui, s'il y a à choisir et à commencer par un rôle dans ces nouveaux profils, ce serait quelqu'un qui est inbound marketer. Donc inbound marketer avant content marketer. Content, tu peux passer par éventuellement des freelances. Ouais. L'inbound peut définir le brief. Il a probablement une vision un petit peu plus globale justement du funnel et de la méthodologie dont on parlait. Donc voilà, donc recruter des inbound marketeurs si ce n'est pas déjà fait. Et puis ensuite, il y aura d'autres spécialités. Pierre, tu voulais rajouter un mot ? Oui, un truc que je peux rajouter. Donc moi, en ce moment, je suis en train de recruter quelqu'un que je n'ai pas appelé inbound marketer, mais demand generation manager. Donc c'est encore un nouveau truc. Je suis vraiment désolé, mais où pour moi, l'objectif, c'est pas forcément de voir l'aspect opérationnel d'écrire du contenu, mais plus l'objectif final, c'est-à-dire de générer une demande, d'aller créer de l'appétence parmi les utilisateurs.
Et pour moi, ce qui est aussi important quand on recrute ces profils-là, c'est en fait d'avoir des gens qui vont pouvoir vraiment travailler avec les équipes de vente et les équipes de CSM. Parce que parfois, on voit moins. Bon, Juliette, évidemment que toi, tu travailles avec ton équipe sales, mais c'est pas toujours ça ce qu'on voit quand on parle d'inbound marketing. On a souvent tendance à voir Fred de la compta qui va écrire ses articles et puis qui va les envoyer, les mettre sur un blog. Et on se dit, ah, ça y est, c'est super, Fred, il a fait son taf. En fait, le boulot d'un demand generation ou d'un bon inbound marketer, ça va beaucoup plus loin, quoi. Le but, c'est vraiment d'aller générer un lead, générer une opportunité, générer un client, et un client qui soit, on le répète, content pour 1, 2, 3, 10 ans à vie, quoi. Pierre, tu es engagé pour faire les transitions de Stéphane. C'est exactement ce que j'allais dire. Merci pour effectivement la transition. Donc, troisième tableau, hein, c'est finalement l'organisation en silo versus donc ce qu'on appelle le marketing. On va définir cette notion dans quelques secondes. Mais dans tous les cas, dans le marketing traditionnel, moi j'ai connu cette époque, le marketeur était finalement chargé de générer du lead. Alors je participais par exemple à un salon, puis je récupérais des cartes de visite, j'en faisais un beau fichier Excel, et puis je le passais à mes commerciaux qui en faisaient à peu près ce qu'ils voulaient. D'ailleurs, je m'en foutais un peu. Moi, j'avais rempli mon objectif. Hein. Si mon objectif, c'était de faire 1000 leads par mois, il fallait que mon fichier contienne ces fameux 1000 leads. Donc, on voit qu'il y avait une belle cassure, finalement, entre le marketing et le commerce. Aujourd'hui, ça ne marche plus du tout. Pourquoi ? Je pense que ça marche plus du tout parce qu'en fait, on n'a plus de résultats business avec ces approches-là, malheureusement. En fait, moi, je l'ai vu aussi dans une vie passée où on sort du salon, on envoie un fichier de 500 litres qu'on a scanné avec le BDR qui était là dans les allées à dire « Ah tiens, je te scanne, toi, on a bu une bière hier soir, super ». Et donc, au final, on se retrouve avec 500 emails de gens qu'on connaît de nulle part. Et en fait, ça génère juste zéro business, quoi. Donc au final, l'objectif, et c'est ce qu'on dit d'avoir une vision holistique, ça veut dire qu'en fait, le marketing est obligé d'aller plus loin. C'est-à-dire que le marketing doit aller voir s'il y a des opportunités qui sont générées, s'il y a eu des clients, la rétention, 1, 2, 3 ans, je ne vais pas revenir là-dessus. Et en fait, les sales sont obligés de revenir en avant aussi. C'est-à-dire que le sales, le BDR, SDR, c'est le bras armé pour moi du marketing qui en fait va venir rapporter une touche humaine dans un cycle dans du marketing qui en fait en général est très peu humain, quoi. Le marketing en général ça reste quand même des documents, de l'online, potentiellement du chat. Alors en plus en général maintenant c'est de plus en plus automatisé, donc oui c'est super, il y a de moins en moins d'humains. Maintenant on vend des logiciels qui sont complexes, quoi. Spendesk. Bon, Spendesk, ça a l'air assez simple quand même. Mais la vu le regard de Juliette, c'est assez complexe. C'est une exception. Mais ça reste un logiciel compliqué, quoi. Je veux dire, je suis un CFO, je vais implémenter Spendesk, les notes de frais, le truc. Bon, c'est pas simple. On a besoin de parler avec un humain et on a besoin d'avoir quelqu'un en face de nous qui peut nous parler. Et en fait, le marketing va plus loin, les sales arrivent bien plus tôt. Donc en fait maintenant le cœur du métier, c'est pour ça que moi je l'appelle le Demand Generation Manager, mais en fait on s'en fout du terme, c'est que les équipes vont vraiment travailler ensemble. Et moi par exemple, aujourd'hui dans ma nouvelle boîte, je prends un objectif sur l'ARR, donc le revenu annuel généré, et pour moi c'est l'une des clés en fait, parce que je me pose la question de me dire, mais alors attends, l'ARR, donc j'ai 80% qui vient de ma base de clients existants, 20% qui vient de mon new business, bon déjà là il y a quand même un sacré côté holistique dont il faut penser. Et puis après je me dis mon SDR, je vais pas lui envoyer 500 leads en me disant super j'ai réussi mon job, parce que 500 leads ça se trouve ça fera 0 RR. Et donc mon but c'est de me dire attends, mon SDR, il faut que je lui envoie des leads qui soient qualifiés le plus intéressés possible. Et donc je réfléchis à est-ce que ça va aider mon objectif d'ARR à terme. Ouais, c'est vraiment une relation hyper... Alors, on est deux gros nerds du marketing avec Pierre, donc on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est vraiment cette relation hyper vertueuse entre l'équipe sales et marketing qui font in fine le même taf et qui, en effet, l'objectif c'est de générer du revenu, on va pas se mentir. Je vais vous donner des exemples très concrets. Quand je suis arrivée, donc c'était principalement outbound, je vous le disais, on a mis en place l'inbound, une stratégie vraiment puissante. Aujourd'hui, côté commercial, on a en France 50 sales. J'ai 5 SDR, donc 5 sales inbound. On traque les résultats. 55% du revenu généré
est en fait généré par l'inbound et les SDR et le marketing ensemble. Donc on a quand même, ça fait 45 sales qui eux vont faire le reste, mais on a une force vraiment en travaillant ensemble avec cette équipe SDR. Moi je suis au quotidien avec eux à leur demander des feedbacks. Ok, on a créé ce contenu, on a fait des campagnes, les leads que vous recevez de cette campagne-là, est-ce que les leads sont qualifiés, est-ce que c'est bien notre ICP? Parce que tu peux target autant que tu veux sur LinkedIn, des fois il y a des trucs qui passent qui ne devraient pas. Donc voilà, est-ce qu'il y a du spam qui est passé? Est-ce que la qualité, est-ce que c'est bien la bonne personne à qui on veut parler? Nous, par exemple, tu disais, en effet, on veut parler aux DAF, aux équipes finance. Parfois, on a des managers mais qui ne sont pas dans l'équipe finance, donc eux, il faut après une approche différente aussi. Donc le fait d'avoir cette boucle de feedback hyper saine, d'être aligné sur les mêmes objectifs, nous, au marketing, et avec l'équipe SDR, on a mis en place un SLA, un Service Level Agreement, ce qui signifie qu'on promet à l'équipe SDR qu'on va leur envoyer X MQL chaque mois, et eux nous promettent qu'ils vont les contacter dans un certain délai. Ceux qui vont faire des demandes de démo, ça va être, il faut qu'ils soient recontactés dans les 30 minutes. Ceux qui vont télécharger un contenu premium, ça va être dans les 24 heures. Et donc en fait, en mettant en place ce contrat en fait, avec l'équipe SDR, on voit vraiment une amélioration des taux de conversion. Et derrière, le travail n'est que vertueux et les résultats ne font qu'augmenter. On est, comme je le disais, à 55% du revenu qui est généré par l'inbound. C'est un joli flywheel. Pas mal. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Juliette, c'est qu'en fait, quand tu nous donnes, et déjà merci, parce qu'il y a peu de marketeurs qui mettent autant de concret, quand tu nous donnes ces échelles de temps, en fait, on se rend compte que le nœud du problème, il est là. C'est quand tu es obligé de contacter une personne en 30 minutes ou en 2 heures ou 24 heures ou en 24 heures. En fait, on ne peut pas avoir des équipes commerciales et marketing qui ne se parlent pas. Donc, en fait, le lien, il est là. C'est que pendant des années, il y a eu la tête et les jambes qui couraient séparément et les commerciaux arrivaient en gueulant dans le bureau en disant « Mais moi, en fait, je suis un poulet sans tête. Je cours partout, je ramène des clients, mais je ne sais pas trop pourquoi je le fais. Je n'ai pas trop compris à qui on s'adresse, machin. » Et en fait, on a tous eu ce sentiment quand qu'on soit d'un côté ou l'autre du filet, en marketing ou en sales, on a tous eu ce sentiment qu'en fait on savait pas trop pourquoi on le faisait. Et moi, c'est pas pour jouer le trouble fait, Stéphane, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un autre problème et que le schéma marketing il est pas complet parce que pour moi il manque le customer service, le fameux service client. On fait comme s'il n'existait pas. Soit on le sous-traite, soit c'est des gens, on se dit en fait c'est l'étape des stagiaires, donc on le regarde pas alors qu'il est central pour moi dans la croissance d'une entreprise. Et l'équipe produit. Et ça, j'ai peut-être un prisme parce que je suis dans la tech, donc peut-être que tout le monde n'a pas une équipe produit, mais j'ai l'impression que c'est quand même, en général, même si vous êtes à un stade e-commerce jeune, vous avez quand même au moins une personne au produit. En fait, pour moi, c'est indispensable que vous ayez le produit, le customer service, le marketing et la vente. Pourquoi ? Un bon onboarding, ça ne fait pas toujours des heureux, mais quelqu'un qui arrive dans une boîte, pour moi, c'est une semaine de service client. Le service client, c'est l'école marketing de n'importe quelle boîte. Tu comprends comment la boîte est foutue, tu comprends quelles sont les frictions sur ton produit ou ton service, tu comprends quels sont les avantages, quels sont les bénéfices, tu identifies toute la segmentation de ton produit et en plus tu rencontres les bonnes personnes. Et ça pour moi en fait, il faut qu'on arrête de l'ignorer en France. Aux États-Unis, ils ont déjà compris et le customer service, il est intégré à ces équipes-là. Et pareil pour le produit. Voilà. Oui, non, c'est une super remarque. C'est vrai que là, on présente un silo, mais il y en a beaucoup au sein des structures traditionnelles. Et d'ailleurs, c'est ça qui vient heurter le besoin d'agilité qu'il faut, quand on t'entend dire 24 heures, c'est pas 3 jours, c'est pas 3 mois, c'est pas 3 semaines, c'est 24 heures. Et donc là, forcément, ça demande beaucoup d'agilité pour pouvoir agir au bon moment. Et le moment client est absolument essentiel. Je vous envoie, vous voulez refaire votre cuisine, je vous envoie un email avec le super e-book sur les dernières tendances et comment refaire réussir votre cuisine. Vous voyez que vous allez être réceptif à mon email. Je vous envoie le même email 2 mois avant que vous ayez l'idée de refaire votre cuisine ou 2 mois après que vous l'ayez refaite, ça devient du spam. C'est le même message. Ou le fameux logiciel pour modéliser sa cuisine où en fait une fois que tu l'as modélisé, tu es obligé d'acheter quoi. C'est exactement ça, mais là pour le coup tu es dans ton moment, donc tu vas utiliser un outil dans ton moment. Effectivement, si derrière on peut trop cibler d'ailleurs avec des publicités, et là on voit qu'on a une réactivité qui est beaucoup plus importante que si c'est pas le moment. Et donc ça aussi, c'est un besoin d'agilité absolument essentiel. Alors
on a parlé de ce marketing. Moi, j'ai une conviction profonde que le contenu est un liant, hein, justement, dans cette destruction des silos. Alors, très souvent, hein, dans les entreprises traditionnelles, bien évidemment, on a manipulé, on manipule le contenu, mais c'était souvent un contenu un peu auto-centré. Donc, qui on est, des pages à propos, quel événement on est en train d'organiser ou auquel on va participer, bien évidemment, les fameuses fiches produits. Alors, j'ai matérialisé ce tableau. Bon, ça là aussi, hein, c'est un peu de manière factice, mais vous voyez une publicité sur Instagram qui provient de Horace, donc c'est des produits de beauté pour hommes, versus Gillette, hein, qui est un concurrent. Et là, vous voyez que chez Horace, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter de distiller de l'expertise avant de vendre le produit. Hein, donc c'est finalement comment entretenir votre barbe. Alors que Gillette, c'est directement auto-centré sur le produit, donc c'est achète mes produits. Donc ça fait une véritable différence finalement. Alors je ne dis pas qu'il faille abandonner le contenu auto-centré ou le brand content. Hein, je crois que Caroline va nous parler justement aussi de l'importance du brand content. Mais dans tous les cas, là, on s'inscrit dans des logiques de content marketing. Donc, je vous laisse la parole. Peut-être, Caroline, parle-nous justement de brand content. Et puis après, Juliette, sur le content marketing. Effectivement, moi je fais beaucoup de création de contenu. C'est le cœur de ma stratégie inbound. On se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, le marketing de contenu, il est extrêmement rentable. C'est pour ça qu'on le fait, hein, c'est pas pour flatter notre ego. Et à ce titre, pour faire du bon contenu, il ne faut pas commencer par son ego. Il ne faut pas commencer par se regarder le nombril en disant « Ah bah tiens, mon client, il doit vouloir… » Non, on doit se confronter à son client. Et se confronter à son client, ça ne veut pas dire seulement commander une étude Bain ou McKinsey hors de prix pour avoir accès à de la data intelligence. En fait, aujourd'hui, on a un super outil organique, hyper puissant pour rencontrer ses clients, les réseaux sociaux. Allez lire les commentaires sur vos produits, allez parler aux gens du customer service que personne ne regarde et eux, ils les ont, les demandes récurrentes. C'est quoi les freins sur vos produits? Qu'est-ce que les gens ils veulent savoir? Qu'est-ce qui les fait craquer? Allez parler à l'équipe commerciale. En fait, aujourd'hui, recueillez un maximum de verbatim autour de votre produit et c'est ça qui crée le contenu. Moi, par exemple, en social media, on m'a toujours dit « Ah, tu réponds à tout le monde, concentre-toi sur ton business au lieu de répondre à tous tes messages privés. » En fait, le nœud de mon business, il est là. C'est là où je comprends tout, ce que les gens ils aiment, ce qu'ils aiment moins. Du coup, si vous voulez faire du bon contenu aujourd'hui, du contenu qui parle aux gens, eh ben, en fait, il faut commencer par écouter les gens et leur apporter ce qu'ils demandent. Je vous donne des outils parce que vous vous dites, OK, maintenant, il faut aller rencontrer ses clients, passer du temps avec eux. Ça, vous l'avez peut-être compris. Aujourd'hui, allez sur Google, tapez votre thématique, vous allez voir les questions corollaires. Si je tape, je fais un logiciel dans le partenariat marketing, si je tape partenariat, j'ai quelle est la différence entre partenariat et co-marketing, exemple de partenariat dans la mode, en fait, vous n'avez pas besoin d'aller commander des articles de blog SEO et de payer 500 balles de conseils pour trouver vos titres. C'est Google qui vous les donne. Vous avez aussi deux autres outils, je vous laisserai avec ça, mais comme ça vous fait un peu de devoir pour ce soir. Deux autres outils qui permettent d'agréger toutes les demandes utilisateurs, des demandes qui sont déjà là et qui ne sont pas encore assez répondues. Vous avez Answer the Public, donc répondre au public en anglais, et Answer Socrate, Socrate comme le philosophe influenceur en son temps. Donc voilà, utilisez ces deux outils et vous allez avoir, en fonction de votre thématique, tous les résultats de recherche. C'est ça, les premiers contenus que vous devez créer si vous ne voulez pas être auto-centré. C'est un travail de persona. Exactement. Concret. Et puis surtout répondre à un besoin au lieu d'essayer de créer le besoin. Et quand on est entrepreneur, on a tout le temps envie de créer le besoin, mais c'est souvent moins rentable que d'aller répondre à une demande existante. Alors on voit malgré tout beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se sont lancées dans des logiques d'inbound marketing, de content marketing. C'est quand même le cas, alors même si c'est pas démontré sur cette publicité, mais c'est le cas aussi de Gillette. Hein, ils ont un blog, donc ils produisent beaucoup de contenu. Et malgré tout, on voit que ça marche beaucoup moins bien que Horace. Pourquoi? Quels sont les petits tips là que tu pourrais nous donner, Juliette, sur rendre son contenu efficace? Il faut surtout en fait avoir du contenu, on l'a vu au début, ce funnel, il faut surtout s'assurer d'avoir le bon contenu au bon moment, on l'a dit au début. Donc regardez en fait votre funnel, regardez votre ou vos personas et en fait vous avez votre contenu existant, regardez où est-ce qu'il arrive, à quel moment et vous allez pouvoir voir en fait où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette. Donc en fait la vidéo qu'on voyait d'Horace, c'est du
top of funnel, c'est super, c'est ça, je vais chercher des astuces pour bien me tailler la barbe, etc., ou pour bien nourrir ma barbe. Là, c'est des questions que les gens vont se poser. Derrière, ils peuvent retargeter, ils vont renvoyer peut-être vers une landing page ou un article de blog. En bas de l'article de blog, ils vont renvoyer vers un contenu téléchargeable que je n'arrive pas trop de suite à trouver pour Horace, mais voilà, un contenu téléchargeable. Ensuite, une fois qu'ils sont rentrés, qu'on a leurs coordonnées, on va pouvoir commencer à leur envoyer régulièrement des mails. On va pouvoir leur montrer une vidéo d'un utilisateur d'Horace qui dit « mais c'est vraiment super, depuis que j'utilise ces produits, je suis le plus beau du monde ». Enfin voilà, on va vraiment pouvoir identifier en fait tous les contenus nécessaires et vous pouvez regarder ce que vous avez en existant aujourd'hui, où est-ce que ça se situe dans le funnel pour vos personas et où est-ce qu'il y a des contenus à créer et du retargeting. Ouais, c'est un très bon point d'ailleurs. Tu as cité quelques outils. Il y en a aussi qui vous donnent les intentions finalement de recherche. Est-ce que c'est informationnel ou est-ce que c'est par exemple plutôt transactionnel? Donc là aussi, ça peut vous donner des indications très claires sur la typologie de contenu à produire. Si c'est une information, on cherche, enfin si c'est une requête informationnelle, on va plutôt rechercher bien évidemment des contenus qui délivrent de l'expertise, de la pédagogie. Si c'est une information, une recherche qui est plutôt transactionnelle, là on va être beaucoup plus auto-centré finalement sur son offre. Donc là aussi très très important. Finalement d'étudier le comportement de vos audiences directement sur Google et d'aller comprendre qu'est-ce que finalement ces audiences-là recherchent, et on retrouve un peu l'idée que tu viens de préciser sur le top of the funnel, le middle ou le bottom of the funnel. Donc ça aussi c'est super important. Et je pense qu'on y a un peu touché avant, mais la clé du contenu, au final, c'est quand même de répondre à une question d'un client, d'un utilisateur, et d'apporter de la vraie valeur. Et c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, quand on crée du contenu, souvent on se dit oui, on va faire du SEO, on va faire ça, on va faire ci. Ouais, ok, d'accord, ça c'est un moyen de distribuer son contenu, mais en fait, il faut se mettre avant tout à la place du CFO, de la personne qui va avoir une vraie question sur le produit ou pas. Et en fait, souvent, on a perdu ça de vue. Et je me souviens, là, j'ai rencontré une boîte il y a quelques semaines, j'analyse un peu la manière dont est structurée leur strat, et en fait, je me rends compte qu'il y a 100% de leur contenu qui est consommé pour moins de 8 secondes. Donc en fait, là, ça fait 2 ans qu'il y a quelqu'un dans cette boîte qui travaille pour rien, quoi. Et son temps, il est genre juste perdu. Et là, tu te dis, mais attends, enfin, il y a tout un axe marketing qu'il faut revoir. Et en fait, tout ça, le problème, c'est que souvent, on vend à des cibles complexes, des produits qui sont complexes, et on a un inbound marketer junior qui va écrire le contenu. En fait, moi, par exemple, je n'ai pas la prétention de me dire que je peux écrire un truc qui va être hyper pertinent pour le CFO sans avoir parlé avec aucun CFO et de me dire ah, tiens, je vais écrire un truc hyper cool, quoi. Donc en fait, on a besoin de revenir au client, comment est-ce qu'on peut l'aider, et d'avoir aussi cette moelle, le cerveau, quoi, vous m'avez compris, d'écrire un truc qui va être vraiment pertinent pour lui, quoi. Il y a la douleur et dernière chose, Stéphane, je pense qu'on n'en a pas parlé et c'est peut-être ce qui vous a sauté aux yeux en voyant les 2 vidéos. Il y a aussi les codes communicationnels. C'est-à-dire qu'on a Horace, on n'a pas vu la vidéo passer, mais je mets ma main à couper que Horace a repris les codes d'un TikTok. Là où Gillette, vous voyez, c'est une belle vidéo léchée. En fait, Horace, ils ont fait quoi? Il y a certainement un scroll stopper. Donc dans les 3 premières secondes de la vidéo, on vous donne envie de découvrir la suite. On voit le persona, donc le client réel. Le client réel avec des trous dans la barbe, il est imparfait. Certainement, il tutoie. Certainement, il va te pointer du doigt. En fait, c'est des codes communicationnels et on finit par là. Vous avez vu, on vous a fait faire un petit peu tout le voyage. Ça finit par une déclinaison graphique qui est hyper adaptée aussi. Parler le langage de son client, c'est du mimétisme. Quels sont les termes qu'il utilise, sa sémantique, sa gestuelle, et puis les codes des réseaux sur lesquels il va. Et là, typiquement, TikTok, je pense que c'est aussi pour ça ils ont frappé en plein dans le mille. Ouais, c'est les bases du copywriting. Allez, dernier mot, parce qu'on doit vous libérer à 12h20. J'y vais. Au final, je pense qu'il faut se remettre à la place de son prospect, de son client, quoi. Et votre client, votre prospect, il est sur LinkedIn. Donc, est-ce qu'il a envie d'avoir une démo produit sur LinkedIn? Est-ce que vous avez envie d'avoir une démo produit sur LinkedIn? Certainement pas. Est-ce que vous avez envie de télécharger un livre blanc de 127 pages en PDF sur LinkedIn? Certainement pas. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez envie de consommer aujourd'hui sur LinkedIn, par mail? Qu'est-ce qui vous ferait vous lever le matin et lire vos mails et vous dire putain c'est super, on m'a parlé de cette boîte là.
Super. Bon, vous voyez que je suis un peu frustré parce qu'on ne voit plus les slides, hein, mais vous voyez que les courbes de trafic, d'audience créées par Horace sont 3 fois plus importantes que celles de Gillette, à la fois sur les médias sociaux et sur le référencement naturel. Donc ça marche. Et quand on parle d'Horace, c'est une boîte qui a 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus, enfin dans tous les cas moins de 10 ans. Gillette, c'est peut-être, enfin c'est au moins un bon siècle, hein, donc avec une notoriété qui est bien évidemment beaucoup plus importante que Gillette. Donc vous voyez que quand le contenu est bien manipulé dans ces logiques justement de respect finalement du persona et de sa position dans le tunnel de vente, on obtient des super résultats. Voilà, bon, merci à vous 3. Vous avez quelques questions. Je voulais absolument vous libérer pour la pause déj, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour. Petite question. Je voulais savoir justement dans tout ce que vous nous avez décrit dans ce marketing startup, comment est-ce que vous placez l'expérience client dans toutes ces actions que vous faites, et si vous le placez, est-ce que vous le mesurez, et si oui, comment, parce que finalement c'est ainsi important l'expérience client au travers de c'est une super question. L'expérience client est au cœur de toutes ces pratiques, et c'est ce que je disais aussi derrière un chiffre qui peut paraître froid, un taux de transformation, une audience, c'est de l'expérience client. Si Horace arrive à fédérer une audience, ils arrivent même à fédérer des communautés quelque part, c'est parce que l'expérience est bonne. Si vous avez un taux de transfo qui s'envole, c'est que votre expérience a été optimisée. Donc l'expérience, c'est pour moi, c'est vraiment au cœur de tous ces processus-là. Si on oublie ça, tout ça, ça devient que du pipeau. Et très concrètement, c'est mon avis. Chez Spendesk, on utilise le NPS, le Net Promoter Score, qui est la petite 5 étoiles sur l'application quand on se connecte. On envoie, et dès on observe, on a un KPI, et il ne faut pas que le NPS par mois soit en dessous de X. Non, mais c'est très simple. Hein. Par exemple, hein, bon, ça reste qu'un exemple, mais j'ai un blog. Il y a certains de mes contenus qui sont partagés 200 fois, par exemple, et téléchargés 400 fois, parce que je les propose aussi en PDF. C'est des articles souvent très 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 longs. Ça me dit que finalement mon audience a été captée par ce contenu. Un autre contenu qui va être téléchargé beaucoup moins, forcément, il aura moins plu. Donc l'expérience client, on peut aussi la mesurer par ces petits détails. Voilà, bon, je suis obligé de vous libérer pour la pause déjeuner. Donc reprise à 13h45 avec un programme cet après-midi qui va être juste dantesque. Donc vous avez le choix, hein, des sujets. Et bon déjeuner à tous. Merci.